Kamala Harris. Voilà le nom d'une femme qu'on ne connaissait pas il y a encore 5 ans et qui est potentiellement en passe de devenir la femme la plus puissante du monde. Comment cette ambitieuse procureure de Californie a-t-elle connu une ascension éclair au sein de la politique américaine? D'où vient-elle et par quel extraordinaire paradoxe, celle qu'on surnomme la première flic de Californie, a-t-elle été propulsée candidate des progressistes américains? Elle, qui semble prête à devenir la première femme présidente des États-Unis et à laisser sa trace dans la grande histoire, est pourtant très loin de faire l'unanimité au sein de son propre camp. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, puisque l'élection présidentielle américaine a lieu le 5 novembre. Le résultat est extrêmement imprévisible, et je serai d'ailleurs, pour une fois, sur le terrain pour couvrir cette élection présidentielle américaine. Un reportage sort dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Comme toujours, vous me connaissez, cette vidéo est apartisane, et mes sources sont en description. Je vous invite à vous plonger dedans, et si vous êtes en désaccord, eh bien à ouvrir des débats dans les commentaires. Voici la véritable histoire de Kamala Harris. Automne 1962, Université de Berkeley, Californie. En cette rentrée des classes, c'est l'effusion sur le campus. Les étudiants envahissent les couloirs de l'université, et parmi eux, très peu d'étudiants noirs. Ils sont moins de 100 pour plus de 200 000 élèves, soit même pas 0,001%. Et dans cette petite centaine d'étudiants noirs, un certain Donald J. Harris. L'homme est originaire de Jamaïque. Il est venu en Californie pour suivre un master d'économie. À la fac, il fréquente un petit groupe de militants noirs qui se rassemblent souvent pour organiser des actions de lutte contre la discrimination raciale, encore extrêmement présente à cette époque aux États-Unis. C'est là qu'il rencontre une jeune étudiante, Chiamala Gopalan, une Indo-américaine venue aux États-Unis pour étudier la biologie. Et rapidement, entre les deux étudiants, c'est le coup de foudre. C'est comme ça que Donald et Chiamala se marient en 1962 et s'installent à Oakland, dans la baie de San Francisco, à seulement quelques kilomètres de Berkeley. 2 ans plus tard, le 20 octobre 1964, naît leur première fille, Kamala. À l'époque, les quartiers d'Oakland n'échappent pas à la ségrégation, et pour ceux qui ne le savent pas encore, la ségrégation, c'est la séparation entre d'un côté les blancs et de l'autre les noirs, à l'école, au travail et même dans les transports en commun. Mais depuis quelque temps, un mouvement protestataire lutte contre ces discriminations raciales et réclame la fin de la ségrégation. Et ce mouvement commence progressivement à prendre de l'ampleur. C'est ce qu'on va appeler, aux États-Unis, le mouvement pour les droits civiques. Petit à petit, on voit même certains étudiants blancs commencer à le soutenir. Dans les années 60, les Harris participent à pas mal de ces manifs et ils emmènent avec eux leur toute jeune fille Kamala en poussette. Très vite, la petite baigne dans une ambiance de revendication, de lutte sociale, dans un milieu militant de la gauche américaine. En 1970, Kamala fait sa première rentrée à l'école primaire. Mais au lieu d'aller à l'école du quartier, fréquentée par les enfants noirs, elle rejoint un programme particulier qui va lui permettre de s'extraire de la ségrégation que la population noire subit à Oakland. Il faut savoir que Oakland, c'est une ville assez pauvre, connue pour son taux de criminalité très élevé. Pour vous donner une idée, le taux d'homicide par habitant à la fin des années 70, y était 2 fois supérieur par rapport à celui de San Francisco. Kamala va donc aller tous les jours dans la ville de Berkeley, dans une autre école qui, jusque-là, était réservée aux enfants blancs. Elle va donc prendre le bus tous les jours, et ça peut paraître anodin pour nous aujourd'hui, mais ça montre quand même un fait, c'est que pour fuir la ségrégation qui sévit chez elle à Oakland, elle doit changer de ville. A unanimous Supreme Court today affirmed the principle of busing school children to desegregate schools. Bon, mais c'est pas parce qu'elle part dans une école mixte que le racisme disparaît. Au contraire, on parle d'une époque où les enfants blancs ne jouent pas avec les enfants noirs dans la cour de l'école. Heureusement, à la maison, Kamala a 2 modèles. D'un côté, son père, un économiste qui commence à se faire connaître grâce à ses critiques du libéralisme, un homme clairement de gauche, qui va devenir le premier chercheur noir nommé au département de sciences économiques de l'université Stanford, l'une des plus prestigieuses du pays. De l'autre côté, sa mère, qui devient une chercheuse scientifique reconnue, doctorante, spécialiste du cancer du sein, et qui emmène sa fille toutes les semaines au centre culturel noir d'Oakland. C'est d'ailleurs là que la jeune Kamala va rencontrer les grandes figures de la cause afro-américaine, dont une certaine Shirley Chisholm, la première femme noire à se présenter à une élection présidentielle aux États-Unis. On est alors en 1972. Et c'est cette année-là, en 1972, que tout va basculer chez les Harris. Avec sa notoriété croissante, Donald, le père de Kamala, est souvent en déplacement, que ce soit pour donner des cours ou participer à des conférences, et il laisse souvent Chiamala seule à la maison pour élever les enfants. Chiamala va finir par en avoir marre et demande le divorce alors que Kamala n'a que 7 ans.
Ainsi, quelques années plus tard, en 1977, elle déménage avec sa fille au Canada, à Montréal. Kamala perd alors presque tout contact avec son père. Elle ne le verra quasiment plus. Au début, c'est la désillusion. La jeune fille arrive dans une ville étrangère où l'hiver est froid. Elle intègre un collège francophone alors qu'elle parle pas un mot de français. Bref, c'est très compliqué. Heureusement, au lycée, la barrière de la langue s'efface puisqu'elle rejoint un lycée anglophone. Et dans son yearbook, son album de fin d'année, elle décrit ses meilleurs souvenirs. Les soirées et les danses sur les musiques du groupe Midnight Magic. Kamala termine son lycée, toujours loin de son père. Elle racontera même plus tard qu'elle flippait que ce dernier ne vienne pas à sa cérémonie de remise de diplôme. On est désormais en 1982. Après un an d'études supérieures à Montréal, Kamala Harris revient finalement s'installer aux États-Unis et entame des études de sciences politiques à l'université de Howard, à Washington, une école connue à l'époque pour accueillir beaucoup d'étudiants noirs. Très bonne élève, elle se hisse dans le haut du classement de plusieurs cours, notamment ceux d'économie et de sciences politiques, et le week-end, elle fonce en manif. Elle milite alors contre l'apartheid qui sévit en Afrique du Sud, participe à des sit-ins, elle rejoint aussi la sororité Alpha Kappa Alpha, une association universitaire qui met en valeur les femmes afro-américaines dans la société. En bref, Harris continue de se politiser pendant ses études, avec toujours quand même en tête cette envie de se battre pour l'égalité de tous. La jeune étudiante part donc en 1986 à l'université de Hastings à San Francisco, où elle suit des études de droit. Elle est plutôt discrète dans ses cours, mais c'est pour son engagement qu'elle se fait remarquer par l'administration. Dès sa deuxième année à Hastings, elle devient la présidente de l'association des étudiants noirs. Elle défend les droits des minorités et négocie avec l'administration pour une meilleure intégration des étudiants noirs. Dans sa tête, une idée commence à faire son chemin, défendre les personnes qui ne sont pas assez représentées, défendre l'intérêt public et devenir la plus grande justicière de Californie. Été 1988, Alameda, Californie. Kamala Harris fait un stage auprès du procureur de la ville et elle comprend vite qu'elle ne veut pas devenir avocate. Elle veut s'engager pour représenter la loi, représenter l'État. Alors, 2 ans plus tard, son diplôme de droit en poche, elle commence donc sa carrière en tant que procureure adjointe dans la ville d'Alameda, près de sa ville natale d'Oakland. Alors un procureur, en gros, c'est celui ou celle qui représente l'État pour poursuivre les accusés, celui ou celle qui va diriger l'enquête et qui va réclamer une peine en fonction de ce que prévoit la loi. Un procureur est chargé de faire respecter la loi, mais ne décide pas de la culpabilité de l'accusé. Ça, c'est le rôle du juge. Bref, Kamala Harris est au début de sa carrière et elle veut montrer qu'elle est une femme rationnelle et efficace. Elle propose donc d'examiner et de chiffrer le succès du système judiciaire de la ville en examinant le nombre d'arrestations et de condamnations. Elle veut du résultat. Et ce raisonnement fonctionne. Kamala grimpe rapidement les échelons et devient rapidement l'une des adjointes du procureur de San Francisco, un certain Terrence Hallinan. Il faut savoir qu'à cette époque-là, entre les années 80 et les années 2000, les agressions et les trafics de drogue montent en flèche aux États-Unis et les incarcérations explosent. When we're experiencing an economic downturn as we are and unemployment is at a high rate, then people tend to steal more and be involved in crime more than they otherwise would. À gauche comme à droite, on préconise alors une ligne dite tough on crime. En gros, on veut réprimer durement les crimes en mettant le plus de coupables en prison. Sur la question de la justice, on préfère donc être conservateur. Cette logique du tough on crime, elle inonde progressivement le pays, tout le monde semble l'appliquer, sauf San Francisco. Terrence Hallinan, le procureur de la ville, affiche un taux de condamnation très bas par rapport aux autres villes de Californie, alors même que la criminalité explose comme partout ailleurs. Et ce chiffre de condamnation très bas dérange Kamala Harris. Pour elle, Terrence Hallinan est inefficace, il n'arrive pas à faire assez condamner les coupables. Et elle veut changer ça. Alors, en 2003, elle va tenter le tout pour le tout en se présentant contre lui. Parce que oui, j'avoue que je savais pas avant cette vidéo, mais aux États-Unis, on élit aussi les procureurs. Ils sont en fait affiliés à l'un des 2 principaux partis du pays, soit les républicains, qui représentent les Américains plus conservateurs, plus libéraux, souvent décrits comme le parti de la droite américaine, ou soit les démocrates, qui représentent les Américains plus progressistes, plus favorables à une régulation économique, souvent décrits comme la gauche américaine. Et Kamala Harris, elle appartient et elle se présente sous la bannière démocrate. Et son pari de se présenter contre Terrence Hallinan marche. À 38 ans, elle remporte l'élection et devient un procureur du district de San Francisco. Pour elle, c'est une énorme victoire. Et son côté, les chiffres d'abord, sa personnalité perçue comme dure toujours dans l'efficacité, lui vaudra rapidement un surnom qu'elle va elle-même commencer à revendiquer, California's Top Cop.
En français, la première flic de Californie. Bon, mais malgré ce surnom, Harris reste une femme avec des convictions plutôt à gauche, qui veut rester fidèle au Parti démocrate. Elle s'applique donc aussi à se montrer progressiste, notamment sur une question qui enflamme la société américaine à ce moment-là, la peine de mort. Et vous allez voir, elle va pas hésiter à se mettre en scène. Je vous repose un peu le contexte. On est le 10 avril 2004 dans le quartier de Bayview à San Francisco. Isaac Espinosa, un policier de 29 ans, est tué dans une fusillade. Son meurtrier, un jeune homme de 21 ans, est arrêté et Kamala Harris, procureur en charge du dossier, doit trancher. Faut-il demander à ce qu'il soit condamné à mort? Parce qu'elle est opposée par principe à la peine de mort, et il faut bien le dire aussi, pour préserver un petit peu de son image de procureur progressiste, elle tranche, le meurtrier ne sera pas condamné à mort. Bon, cette conférence de presse, elle peut paraître banale, et pourtant, il y a un détail qui a toute son importance. C'est lui. Lui, c'est Gary Delane. Il est responsable d'un des plus gros syndicats de police de San Francisco. Comme l'écrasante majorité des policiers sur cette affaire, il est plutôt pour qu'on condamne le meurtrier de ce jeune flic à mort. Mais pourtant, sur la vidéo, on a l'impression qu'il soutient Kamala Harris. En fait, Gary Delane expliquera plus tard avoir reçu un appel de Kamala Harris juste avant la conférence de presse qui lui demandait d'être en renfort derrière elle. Sauf qu'elle lui a caché qu'elle n'allait pas demander la peine de mort. Quand Kamala Harris annonce sa décision, le policier comprend qu'il est tombé dans un piège. Il dira plus tard: Je suis là et je me dis, oh mon Dieu, l'enfant n'est même pas encore enterré. Je me dis, ok, est-ce qu'elle est désolée que cet enfant soit mort ou est-ce que c'est juste une opportunité politique? Et c'est juste une occasion pour elle de réaffirmer qu'elle n'appliquera pas la peine de mort. Avec cette prise de position, Kamala Harris essaie de se réaffirmer comme procureur progressiste. Sauf que ça passe pas du tout. Les syndicats de policiers qui l'avaient soutenu quelques mois plus tôt se désolidarisent immédiatement. Pire, elle reçoit des critiques très sévères de personnalités politiques. La sénatrice de Californie de l'époque, Dianne Feinstein, de son propre parti, le Parti démocrate, déclare publiquement que Kamala Harris a fait une erreur et qu'elle aurait dû demander la peine de mort. La jeune procureure ne sait plus trop sur quel pied danser et elle tente de trouver un juste milieu entre les positions tough on crime, donc plutôt conservatrices, et soft on crime, plutôt progressistes. Elle a alors l'idée d'inventer une nouvelle position, qu'elle appelle smart on crime, intelligence sur les crimes. En gros, elle promet de se montrer dure, mais sur les cas qui le méritent. Et ce en même temps harrissien fonctionne. Le 2 novembre 2010, Kamala Harris monte en grade et est élue procureure générale de Californie. Contrairement à son précédent poste, qui se concentrait beaucoup sur du droit pénal, en devenant procureure générale de Californie, Kamala Harris va conseiller aussi l'État de Californie pour savoir comment appliquer les lois. Elle devient alors la première femme de l'histoire des États-Unis à accéder à ce poste, et le 11 février 2012, elle s'exprime lors d'un événement du Parti démocrate de Californie. The rights of women are too big to fail. Our immigrant communities are too big to fail. Healthcare for everyone is too big to fail. And California Democrats, when we pull together, we are too big to fail. Too big to fail, trop important pour échouer. De base, cette expression, c'est une théorie bien connue en économie qui dit qu'une entreprise ou une banque ne peut pas échouer ou être abandonnée parce qu'elle est trop importante pour la vie du pays. Par exemple, si une banque, je sais pas moi, genre la Société Générale était en galère d'argent en France, elle serait probablement sauvée par l'État. Il y a trop d'enjeux, too big to fail. Et c'est ce que dit Kamala Harris à propos du Parti démocrate aux États-Unis. Il est trop important pour échouer. Son discours cartonne, elle a le vent en poupe et elle va en avoir besoin. Parce qu'à ce moment-là, on est en 2012. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle est devenue procureure générale de Californie et elle galère toujours à tenir sa promesse d'être smart on crime. Parce que ce en même temps très harrissien fait qu'elle oscille toujours entre des positions soit progressistes, soit conservatrice. Et ça, c'est pas toujours perçu comme très cohérent de la part des Californiens. Je vous donne un exemple. En 2005, elle lançait Back on Track, un programme qui aide à la réinsertion des jeunes délinquants pour leur éviter la prison. Mais 3 ans plus tard, elle poursuit en justice des parents d'enfants qui manquent les cours en menaçant de les envoyer derrière les barreaux. We started an initiative a couple of years ago that involved me assigning prosecutors to go and meet with the teacher, and it's been fantastic because when the principal would otherwise call the parent and say, you know, Miss Smith, Johnny's not in class, would you return my call? Call went unanswered. Now, principal calls and says, Miss Smith, you know, Johnny's not in class, and by the way, that DA Kamala Harris has said she might prosecute you and send you to jail, and the call gets returned. Autre exemple de ce manque de cohérence, en 2015, elle propose d'introduire l'usage de caméras corporelles pour les policiers. Vous voyez, c'est ces petites caméras embarquées qui permettent de savoir ce qui s'est réellement passé lors d'une intervention. Pourtant, la même année, c'est encore elle qui s'oppose à l'obligation pour les policiers de porter ces caméras. Bref, Harris brouille les pistes. Est-elle progressiste? Est-elle conservatrice? En tout cas, les Californiens ont bien du mal à lui donner une étiquette. Ils en oublieraient presque qu'elle appartient au Parti démocrate,
Pourtant, Kamala Harris va devoir rapidement trouver un cap clair, car c'est un défi encore plus important qui l'attend. Juin 2016, Californie. Les élections sénatoriales des États-Unis approchent à grands pas, et Kamala Harris, qui commence à se faire un nom en tant que procureur général, en a conscience. Du droit à la politique, il n'y a qu'un pas, et Kamala compte bien le franchir. Elle se porte ainsi candidate au poste de sénatrice de Californie. En gros, il faut savoir qu'aux États-Unis, comme en France, il y a 2 chambres au sein du Parlement. Il y a la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, et il y a le Sénat, l'équivalent de notre Sénat. Et ces 2 chambres doivent se mettre d'accord pour voter des lois. Dans cette élection pour ce siège de sénatrice, Kamala Harris fait une excellente campagne. Mais, comment dire, tout le monde s'en fout. Déjà parce que cette année-là, il y a une élection présidentielle, un duel entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton qui fascine le monde entier. Et puis aussi parce que sa seule rivale à l'élection sénatoriale, Loretta Sanchez, est également issue du Parti démocrate. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 100 ans en Californie, mais en fait, aucun candidat républicain ne s'est qualifié pour le second tour. Donc bon, démocrate versus démocrate, à la fin, c'est un démocrate qui va sortir, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Alors, malgré le fait que Kamala Harris gagne largement son siège de sénatrice, avec 61% des voix, son entrée au Sénat passe presque inaperçue. Et même une fois installée au Capitole, la toute nouvelle sénatrice reste au départ assez discrète. Elle travaille sur des sujets de fond sans qu'on entende vraiment parler d'elle dans les médias. Mais ça va changer lorsqu'elle commence à faire passer des auditions lors des enquêtes parlementaires. Une audition en particulier va marquer un petit tournant dans sa carrière, celle du juge Brett Kavanaugh le 7 septembre 2018. À cette époque, le très controversé président Donald Trump veut nommer ce Brett Kavanaugh à la Cour suprême, le tribunal le plus haut des États-Unis, celui qui a le dernier mot sur l'application de la loi. C'est un peu comme notre Conseil constitutionnel en France. L'homme doit donc d'abord être auditionné par la Commission des affaires judiciaires, car aux États-Unis, c'est le Sénat qui confirme le choix du président sur ce genre de nomination. Kavanaugh est connu pour ses positions anti-avortement, tout l'inverse de Kamala Harris qui mène l'audition, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle y va franco. Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question. But Male versus female. there are medical procedures. That the government has the power to make a decision about a man's body? I thought you were asking about medical procedures that are unique to men. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. Au fil de ses auditions au Sénat, Kamala Harris se forge un deuxième surnom. Après la top cop de San Francisco, elle devient America's Advocate, l'avocate des États-Unis. Et ce surnom commence à faire la une de tous les journaux. Avec sa manière d'interpeller les soutiens de Donald Trump et de les mettre face à leurs contradictions, elle apparaît alors pour une partie de l'opinion publique comme une sénatrice anti-Trump. Et si on y ajoute ses talents d'oratrice, elle commence à devenir une rivale sérieuse pour affronter le milliardaire républicain, candidat à sa réélection. Alors, le 21 janvier 2019, elle décide de se jeter dans la bataille et d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Alors en effet, on s'en souvient pas forcément, mais Kamala Harris a bien été candidate à la Maison-Blanche en 2019. Son slogan « For the people », pour le peuple, et ce meeting de janvier 2019 va rester célèbre pour ce passage où elle s'attaque à ses détracteurs. And we know what the doubters will say. It's the same thing they've always said. They'll say, it's not your time. They'll say, wait your turn. They'll say, the odds are long. They'll say, it can't be done. But America's story has always been written by people who can see what can be, unburdened by what has been. Le meeting est un succès, ses soutiens exultent et les sondages au début sont assez encourageants. Kamala Harris atteint rapidement les 10% d'intention de vote chez les électeurs démocrates. Alors, pas de quoi se projeter à la Maison-Blanche, mais elle est quand même la 3e candidate préférée des sympathisants du parti, après le centriste Joe Biden, connu pour avoir été vice-président de Barack Obama, et le plus radical Bernie Sanders. Après 4 ans de Donald Trump, la gauche américaine a le vent en poupe. Mais Kamala Harris apparaît alors comme trop conservatrice. Son passé de top cop lui colle à la peau. Elle essaye tant bien que mal de se
se montrer plus progressiste en proposant par exemple pendant la campagne de légaliser le cannabis à l'échelle fédérale, mais résultat, elle crée la confusion et manque de clarté sur sa ligne politique. Rien n'y fait. Les sondages sont au plus bas, elle manque de financement. En décembre 2019, elle doit se rendre à l'évidence, elle doit abandonner. My campaign for president simply does not have the financial resources to continue, and the financial resources we need to continue. To you, my supporters, my dear supporters, it is with deep regret, but also with deep gratitude, that I am suspending our campaign today. C'est finalement Joe Biden qui sera investi par le Parti démocrate pour affronter Donald Trump. Pour Kamala Harris, c'est donc la fin de l'ambition présidentielle pour le moment. Après avoir abandonné sa course à la Maison-Blanche, Kamala Harris va en fait revenir beaucoup plus vite qu'elle ne le pensait dans cette présidentielle américaine. Mais à ce moment-là, un drame va venir secouer les États-Unis. This morning, a man is dead after being arrested by Minneapolis police, and video has emerged online with many people upset about how officers handled the situation. Cet homme, c'est George Floyd, un Afro-Américain interpellé et arrêté le 25 mai 2020. Face à son refus de rentrer dans la voiture de police, un policier, Derek Chauvin, le plaque au sol en appuyant son genou sur sa nuque. George Floyd n'arrive plus à respirer, il le dit, mais le policier l'ignore. Floyd va perdre connaissance et mourir un peu moins d'1 heure plus tard à son arrivée à l'hôpital. Le pays vit alors des manifestations inédites emmenées par le mouvement Black Lives Matter. Littéralement, la vie des Noirs compte. Un mouvement qui lutte contre les violences des policiers blancs sur les Afro-Américains. Et certaines de ces manifestations vont virer aux émeutes. À l'approche de l'élection présidentielle de novembre, Joe Biden, le candidat démocrate, comprend que s'il veut battre Donald Trump, il doit envoyer un message clair. Son colistier ou sa colistière doit être ce qu'il n'est pas. Biden est un homme, blanc et vieux, il doit donc choisir une femme, de couleur et plus jeune que lui. Bon, vous l'avez compris, Kamala Harris, qui avait jeté l'éponge quelques mois plus tôt, revient aussitôt dans la course aux côtés de son ancien rival. Et c'est pendant la convention du Parti démocrate qu'elle prend la parole pour accepter sa nomination. Un événement où le parti officialise en grande pompe les deux candidats pour la Maison-Blanche, le ticket à la présidence et à la vice-présidence. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. And let's be clear, there is no vaccine for racism. We've got to do the work. For George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name. Kamala Harris fait sensation, notamment avec sa formule « Il n'y a pas de vaccin contre le racisme ». Ça lui permet de faire allusion au drame de George Floyd, mais aussi de tacler tranquillement la position des républicains sur les vaccins. Et oui, on est en 2020, en plein pendant le Covid-19. Après la convention démocrate, Kamala Harris devient un atout de taille pour Joe Biden dans sa course à la Maison-Blanche. Fin septembre 2020, un premier débat Trump-Biden est organisé, mais il se révèle assez décevant. Les deux candidats se coupent sans cesse la parole, tous les deux deviennent inaudibles. I'm here standing facing you, old buddy. Pocahontas would have left 2 days early. You would have lost every primary on Super Tuesday. Une semaine plus tard, le 7 octobre, un autre débat est organisé, cette fois-ci entre les numéros 2, autrement dit, les candidats à la vice-présidence. Kamala Harris affronte Mike Pence, qui est alors déjà le vice-président de Donald Trump depuis 4 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat est plus posé, bien plus compréhensible et un peu à l'avantage de Kamala Harris. But Susan, this is important. I want to add, but if Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Et ce I'm speaking va rapidement faire le tour des réseaux sociaux. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. I'm speaking. I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. And I want to add, but if Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. How dare you speak to me with a fucking tone? Thank you, goodbye, we're done, yeah. You're on your own. Et ça va donner, l'air de rien, une stature, une crédibilité à Kamala Harris qui semble donc taillée pour le poste. En novembre 2020, après plusieurs jours de suspense, la nouvelle tombe. Joe Biden est élu président des États-Unis. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Kamala Harris devient ainsi la première femme, mais aussi la première personne noire sur le point d'occuper le deuxième poste de la Maison-Blanche. Kamala accède alors à un poste politique avec
beaucoup de visibilité, mais finalement, pas tant de responsabilité que ça. Il faut savoir en fait que la Constitution des États-Unis ne prévoit aucune attribution au vice-président. Dans les faits, c'est plutôt le président qui va lui donner des dossiers. Et au sein de la Maison-Blanche, Joe Biden décide de lui confier les relations avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale, notamment sur les questions d'immigration. Au bout de quelques mois de mandat, elle donne sa première grande interview sur NBC pour parler justement de ce dossier, mais ça se passe pas exactement comme prévu. This whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point. Ouais, quand tu dis que t'es allé à la frontière, que t'y es pas allé et qu'on te le fait remarquer, c'est un peu gênant. La vice-présidente Harris est complètement à côté de la plaque et on peut se poser à juste titre la question: comment ça se fait que la vice-présidente des États-Unis n'ait pas plus préparé une interview avec des questions pourtant si prévisibles? Alors, après ce petit naufrage médiatique, Kamala Harris va s'éloigner des caméras et disparaître pendant de nombreux mois des plateaux de télévision. L'administration Biden ne lui confie plus aucun dossier et elle doit se contenter de faire de la figuration. Mais un peu plus d'1 an plus tard, un événement politique va lui permettre de revenir sur le devant de la scène. On est en décembre 2021 et l'État du Mississippi, très religieux et surtout très conservateur, veut restreindre le droit à l'avortement sur son territoire. Il demande donc à la Cour suprême de renverser l'arrêt Roe v. Wade, un arrêt iconique qui date de 1973 et qui garantit le droit à l'avortement dans tout le pays. Évidemment, les débats aux États-Unis sont houleux. Il y a ceux comme Donald Trump qui soutiennent l'abrogation de l'arrêt et ceux qui demandent à la Cour suprême d'au contraire confirmer Roe v. Wade et de rejeter la demande de l'État du Mississippi. Mais le verdict tombe le 24 juin 2022. Par 6 voix contre 3, la Cour révoque l'arrêt Roe v. Wade et autorise donc les États à définir librement leur politique relative à l'avortement. C'est un pas en arrière immense, une onde de choc qui traverse le pays. Désormais, les femmes ne pourront plus avorter dans tous les États. Vous vous en souvenez peut-être, à l'époque on en avait beaucoup parlé. C'est dans ce contexte que Kamala Harris refait enfin une grande interview médiatique dans le talk show Late Night with Seth Meyers. On est en octobre 2022, juste avant les élections de mi-mandat, qui sont les plus importantes aux États-Unis après les présidentielles. Black women are 3 times more likely to die, Native American women twice as likely to die, women in rural America 1.5 times more likely to die. And a lot of it has to do with, again, the disparities in the healthcare system and that we are not putting enough attention and resources and priority into women's needs, especially as it relates to their reproductive health. And I do want to say this also. This is an issue that affects all genders. If you have a partner, if you have a sister, if you have an aunt, a mother, this affects you. À partir de ce moment-là, Kamala Harris va faire du droit à l'avortement son cheval de bataille et elle devient celle qui, à la Maison-Blanche, en comprend le mieux les enjeux. En parallèle, elle mène des combats sur d'autres sujets, comme par exemple celui du réchauffement climatique, où elle se fait remarquer grâce à un vote au Sénat. Parce que oui, aux États-Unis, la vice-présidente préside le Sénat. Par contre, elle n'a le droit de vote que s'il y a une parfaite égalité. Et c'est ce qui s'est passé le 7 août 2022, lorsque les sénateurs examinent le Inflation Reduction Act, un programme de 369 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Tous les républicains sont contre, tous les démocrates sont pour, bref, ça fait 50 voix contre 50 voix. C'est donc Kamala Harris qui va trancher et qui va faire adopter le texte. Bref, vous l'avez compris, avec ses combats politiques, elle commence progressivement à retrouver sa légitimité et surtout, elle devient l'une des personnalités les plus importantes du camp démocrate, jusqu'à se rendre indispensable pour une prochaine campagne. On est le 25 avril 2023, à un peu plus d'1 an de la prochaine élection présidentielle américaine. Mais les primaires du Parti démocrate approchent à grands pas et il faut se décider vite. Vu sa popularité grandissante en tant que vice-présidente, Kamala Harris aurait pu commencer à se préparer pour l'élection de 2024. Sauf qu'elle n'a même pas le temps de réfléchir, Joe Biden publie cette vidéo sur X. Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Let's finish the job. Finissons le travail. 4 ans, jour pour jour, après le lancement de sa campagne de 2020, le message est on ne peut plus clair. Du haut de ses 80 balais, le président des États-Unis veut briguer un second mandat à la Maison-Blanche. Faut dire que chez les républicains, Donald Trump revient dans la course. Alors, pas le choix, son adversaire démocrate doit être crédible et qui de mieux que celui qui l'a déjà battu. La campagne commence doucement, mais au fil des mois, la sénilité de Joe Biden se fait sentir. Look, if we finally beat Medicare,
Perte de mémoire, discours incohérents, débats ratés face à Donald Trump, Biden va même jusqu'à lire les didascalies sur le prompteur. That the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Le président candidat a l'air profondément désorienté. Et tout ça ne manque pas d'être instrumentalisé, voire déformé par le camp trumpiste. Les doutes sur la capacité de Joe Biden à mener la campagne pour 2024 s'accentuent. Et le 21 juillet 2024, après des semaines d'hésitation et de rumeurs, coup de théâtre, Joe Biden annonce dans une lettre qu'il se retire dans la course à la Maison-Blanche. Je cite, « dans l'intérêt de son parti et de son pays ». Dans le camp démocrate, c'est un peu la panique. Il faut trouver un candidat en vitesse. Et qui de mieux qu'une vice-présidente en exercice depuis 4 ans pour reprendre le flambeau. Après quelques jours de faux suspense, Joe Biden adoube sa seconde, Kamala Harris prend la relève. Bon, tout ça c'est très chouette, mais on est à 3 mois du scrutin et il faut faire vite. Déjà, Kamala Harris doit s'assurer qu'elle aura bien l'investiture du parti, c'est-à-dire que les démocrates doivent la choisir comme leur candidate. Et pour ça, elle doit récolter de l'argent et des soutiens. Elle se met vite au travail et sa campagne va battre tous les records. Harris récolte 200 millions de dollars en moins d'une semaine. Et côté soutien, elle n'a même pas besoin d'attendre la convention du parti. Début août, les démocrates organisent un vote interne à distance et Kamala Harris obtient 99% des voix. 3 semaines plus tard, la convention se transforme en un événement XXL avec le soutien de Barack et Michelle Obama, mais aussi de Bill et Hillary Clinton, le tout dans une ambiance survoltée. L'événement est suivi par des millions de téléspectateurs. Pour Kamala Harris, c'est la consécration. Dans son discours, elle s'attaque au projet de Donald Trump et elle en profite pour utiliser son nouveau slogan de campagne qui vise directement son rival. America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. We are not going back to when he tried to get rid of the Affordable Care Act, when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. La vice-présidente des États-Unis est intronisée comme candidate officielle du Parti démocrate, avec son colistier qu'elle présente pour la première fois, un certain Tim Walz. Si elle est élue, c'est lui qui lui emboîtera le pas et deviendra vice-président des États-Unis. Ce choix n'a évidemment rien d'hasardeux, car comme l'avait fait Joe Biden à l'époque avec elle, Kamala Harris cherche un profil complémentaire. Alors qu'elle vient de Californie, un état plutôt riche, qu'elle a grandi en ville et qu'elle a été procureure, son colistier, lui, a un profil beaucoup moins élitiste. C'est un ancien professeur de lycée et entraîneur de football américain qui a grandi dans le Minnesota, un état rural du nord des États-Unis. C'est aussi un ancien combattant de la garde nationale. Bref, autant d'arguments qui pourraient permettre à Kamala Harris d'élargir son électorat. Pendant son discours d'investiture, Kamala Harris présente son colistier, mais pas que. Un autre homme est propulsé sous le feu des projecteurs. Cet homme, c'est Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris. Avocat spécialiste du droit des médias et de la propriété intellectuelle, celui qui pourrait devenir le premier first gentleman des États-Unis, était resté plutôt discret pendant les 4 années de vice-présidence de sa femme, mais enfin, c'était sans compter sur ça. Let me start by thanking my most incredible husband, Doug, and happy anniversary, Dougie. I love you so very much. Les démocrates voient en lui un homme cool, décontracté, qui dénonce la masculinité toxique et qui défend le droit des femmes. C'est le début d'une Dougmania dont Kamala va bien se servir. Très vite après la convention, Doug Emhoff donne des interviews, participe à des meetings et des levées de fonds pour la campagne de sa femme. Le Parti démocrate fait clairement de lui un argument de vote et vend même des tasses et des t-shirts à son effigie. Bon, mais si côté démocrate on fait la fête, côté républicain, on tire la gueule. Faut dire que cette candidature de dernière minute change tout pour Donald Trump. Lui qui avait tout misé sur l'âge de son rival, il doit maintenant trouver des arguments de fond. Kamala Harris est dynamique. Elle a 19 ans de moins que lui, c'est une femme, elle est noire, bref, elle incarne la prochaine génération de leaders politiques. Mais il y a un truc que Trump déteste tout particulièrement chez sa concurrente, son rire. Et si ce rire est devenu tellement un sujet dans les attaques de Donald Trump, c'est qu'il représente aussi l'énergie et la jeunesse de la candidate, qui sont clairement des avantages que Joe Biden n'avait pas.
Cette énergie, elle s'est d'ailleurs fortement ressentie lors du dernier débat. Le 10 septembre 2024, les deux candidats se rencontrent pour la première fois sur le plateau de ABC. Là où en juin, Trump était sorti victorieux face à un Biden affaibli et incohérent, en juillet, coup de théâtre, il est victime d'une tentative d'assassinat, mais la roue va tourner. En septembre, Harris, en excellente oratrice, arrive à lui tendre des pièges. La presse semble unanime, Kamala l'a emporté. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that, and clearly he is having a very difficult time processing that. Cette confrontation lui permet de confirmer son avance dans les sondages. Au lendemain du débat, Kamala Harris rassemblait 47% d'intention de vote, contre 42% pour Donald Trump. Bon, mais comme vous le savez, un débat ne fait pas l'élection et tout peut basculer en très peu de temps, surtout aux États-Unis. La suite de cette histoire est donc assez incertaine. Je vous donne rendez-vous sur mes chaînes YouTube, puisque je serai la semaine prochaine aux États-Unis, sur le terrain pour couvrir cette élection présidentielle américaine. Dans les deux camps, vous me connaissez. L'histoire de Kamala Harris, c'est l'histoire d'une Américaine issue de l'immigration qui a connu une carrière fulgurante, d'abord comme petite main d'un procureur, jusqu'à se hisser à la plus haute fonction juridique du pays. L'histoire d'une pionnière connue pour son franc-parler et ses débats musclés, qui s'est battue pour garantir le droit d'avorter à toutes les femmes américaines. C'est l'histoire d'une responsable politique qui, après avoir longtemps oscillé entre progressisme et conservatisme, est pourtant en passe de devenir la première femme présidente des États-Unis. C'était l'histoire de Kamala Harris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, pensez à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et de faire en sorte que je puisse produire plus de vidéos comme celle-là. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas, au quotidien, je vous donne rendez-vous sur Instagram.